Angola, le gouvernement a finalement accepté l'envoi de 4 observateurs de l'Union européenne pour les élections générales du 23 août prochain, après les avoir refusés le mois dernier. Au Rwanda, Franck Habineza, leader de l'opposition, est en campagne pour la présidentielle de vendredi prochain. Il assure vouloir œuvrer, entre autres, pour le respect des droits de l'homme et la liberté d'expression. Et puis le Bénin a célébré le 57e anniversaire de son indépendance, occasion pour le président Patrice Talon d'annoncer plusieurs chantiers de développement et d'appeler à une mobilisation des énergies. Le gouvernement angolais a fait une légère marche arrière en acceptant l'envoi de 4 observateurs de l'Union européenne pour les élections générales du 23 août, après les avoir refusés le mois dernier, a-t-on appris mardi de sources concordantes. L'Union européenne va seulement envoyer une petite mission d'experts pour marquer sa présence en Angola pendant le processus électoral, a confié à l'agence France-Presse une source diplomatique européenne à Luanda sous couvert d'anonymat. On ne peut pas vraiment parler d'observateurs, seulement d'experts. Une vraie mission d'observateurs, c'est 200 personnes, a-t-il expliqué. Mi-juillet, le gouvernement angolais avait sèchement opposé une fin de non-recevoir à l'Union européenne sur cette question. Lundi, l'Angola a cependant adouci sa position en ouvrant la porte à la venue de quelques observateurs. Les élections du 23 août doivent marquer la fin du règne de près de 38 ans du président Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 1979. Le président sortant, dont le régime réprime toute contestation, a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Joao Lourenço, son dauphin, est la tête de la liste du mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975 et qui demeure le grand favori. La Constitution ne prévoit pas de scrutin présidentiel, mais précise que le poste du chef de l'État revient au chef du parti qui remporte les législatives. Franck Habineza, leader de l'unique formation d'opposition autorisée au Rwanda, participera pour la première fois à l'élection présidentielle de vendredi prochain après des années de lutte. L'opposant qui poursuit sa campagne assure vouloir œuvrer pour le respect des droits de l'homme et la liberté d'expression et lutter contre le chômage et la pauvreté. J'ai beaucoup plus d'espoir qu'auparavant, parce que pendant la première semaine de campagne, ils ont suspendu notre campagne, ils ont bloqué notre campagne. Mais aujourd'hui, je reprends espoir, parce que les gens, partout où nous passons au Rwanda, ils demandent du changement, ils aiment nos idées. Et partout où nous passons, les gens promettent qu'ils vont voter pour nous. Franck Habineza, âgé de 40 ans, a quitté en 2009 le Front patriotique rwandais du président Paul Kagame pour créer son propre parti et se battre pour la démocratie. Mais certains Rwandais l'accusent de ne pas présenter d'alternative claire à Paul Kagame et de mesurer ses critiques à l'encontre du président. Malgré les menaces de mort, l'emprisonnement et le choix de l'exil de ses partisans, l'opposant tente en 2010 de prendre part à la présidentielle, mais son parti ne reçoit pas l'agrément des autorités. Même si la formation de Franck Habineza est désormais reconnue, la route vers la présidentielle est semée d'embûches. Les règles électorales, très strictes, ne lui laissent que peu de temps pour lever des fonds et faire campagne. Ellen Johnson Sirleaf, du haut de ses 78 ans au Libéria, se prépare à céder son fauteuil présidentiel. Après 2 mandats successifs, la première femme élue chef d'État en Afrique en 2005 et réélue en 2011 ne pourra pas se représenter à la présidentielle du 10 octobre, combinée à un scrutin législatif. Le président de la commission électorale a rappelé aux partis et candidats leur engagement en faveur d'élections pacifiques dans ce pays anglophone ravagé pendant 2 années par l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest qui a pris fin en juin 2016. Aucun favori ne se détache clairement pour ces élections, les premières dont la sécurité relèvera des forces libériennes et non plus des casques bleus de l'ONU.
L'ancienne star du PSG et du Milan AC, unique ballon d'or africain à ce jour, George Weah, se présente sur un ticket avec la sénatrice Jewel Taylor, ex-épouse de l'ancien président. Un autre prétendant est l'ex-chef de milice Prince Johnson, aujourd'hui sénateur, tristement célèbre pour une vidéo le montrant en train de siroter une bière pendant que ces hommes torturaient à mort le président Samuel Doe en 1990. L'actuel vice-président Joseph Boakai pourra compter sur l'appui mesuré de la présidente sortante. Il s'agit d'une première depuis le début de la crise, née de la volonté du président burundais de briguer un troisième mandat il y a plus de 2 ans. Lundi 31 juillet 2017, les représentants du pouvoir et de l'opposition en exil regroupés dans le CNARED sont en discussion dans la capitale finlandaise. Des rencontres très discrètes, mais qui pourraient à terme ouvrir la voie à de véritables négociations. Après avoir réconcilié l'opposition burundaise avec la facilitation tanzanienne de Benjamin Mpaka, l'initiative pour la gestion des crises, réunie depuis lundi et jusqu'à mercredi, les représentants du pouvoir et du CNARED, comme le confirme un haut responsable burundais. Des consultations très discrètes. La dernière tentative révélée par la presse avait été annulée à la dernière minute. Jusqu'ici, le pouvoir a toujours refusé de s'asseoir à la même table que le CNARED. Bujumbura est représenté par Edouard Nduwimana, ancien ministre de l'Intérieur et homme de confiance du président Nkurunziza. Côté opposition, le président du CNARED, Charles Ntididier, conduit la délégation, accompagné notamment d'un représentant du parti d'opposition, véritable bête noire du gouvernement. L'UAC, le médiateur et le facilitateur auraient donné leur bénédiction à cette première rencontre. Cette visite à Gao et à Bamako au Mali des ministres français et allemands de la Défense pour une fois encore manifesté le soutien de leurs États respectifs au gouvernement malien résolument engagé dans la lutte contre le terrorisme. Dans cette lutte, dira la ministre française des Armées, Florence Parly, Barkhane restera aux côtés aussi longtemps que possible des troupes maliennes. À ce jour, l'opération mobilise 4000 soldats et représente environ 500 millions d'euros de surcoût chaque année pour l'État français. Parallèlement, près de milliers de soldats allemands participent à la mission de l'ONU dans la région depuis le camp Castor de Gao. Les Allemands fournissent des drones et des hélicoptères dont l'utilisation reste soumise aux règles d'engagement des Nations Unies. L'armée de l'air allemande peut venir aider la force Barkhane en cas d'évacuation sanitaire, mais Berlin est attendu également sur le financement des capacités militaires des pays du G5. Une aide dans la construction d'infrastructures ou dans le paiement des cessions de matériel militaire destiné aux partenaires sahéliens. Selon le renseignement français, malgré les opérations conjointes réussies en début d'année dans le Gourma, à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, près de 400 terroristes courent toujours. Le Bénin a célébré mardi le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance. Au-delà des symboles et des rituels qui ont marqué les festivités cette année, le président Patrice Talon a appelé les Béninois à une profonde méditation sur le sens et la portée de cette fête nationale. L'indépendance, c'est la liberté, certes, mais c'est surtout le choix de la responsabilité. La liberté ne devient véritablement un acquis que lorsque nous en faisons un pari ambitieux, celui de la volonté inébranlable d'aller toujours vers le progrès économique et social. Une célébration placée sous le signe de l'unité. Dans son adresse à la nation, le chef de l'État béninois, qui a fait l'annonce de plusieurs chantiers de développement, a également appelé à une mobilisation de toutes les énergies. Au cours de ces derniers mois, mon gouvernement a finalisé la conception de plusieurs chantiers de développement avec des modèles économiques et financiers désormais fiables. Ces projets, dont la viabilité et la pérennité sont assurées, sont sur le point de voir le jour dans le cadre d'un aménagement équilibré du territoire. Nous avançons donc au quotidien sur ces nombreux chantiers qui auront un impact positif et durable
sur les conditions de vie de la population béninoise. Le traditionnel défilé militaire et paramilitaire sur l'emblématique place de l'Étoile Rouge à Cotonou était au rendez-vous. Les forces de défense et de sécurité unies pour relever les défis du développement, c'est le thème choisi pour le défilé de cette année. Le chef du gouvernement d'Union nationale en Libye, Fayez al-Sarraj, s'est félicité ce lundi du vote par l'Assemblée constituante d'un projet de constitution. Il a à cet effet appelé à organiser comme prévu un référendum pour soumettre le test aux Libyens. Voté ce samedi à Al-Baïda par 43 voix pour sur 44 membres présents de l'Assemblée constituante, élu en février 2014, le test de 197 articles est censé déterminer la structure du pouvoir, le statut des minorités et la place de la charia et mettre en place des institutions pérennes à même de rétablir la stabilité dans le pays. Le test stipule aussi que la Libye est une république dotée d'un président, d'un parlement et d'un sénat, et que Tripoli est la capitale, l'islam la religion d'État et la charia source de la législation. Les langues des communautés arabes, Amazigh, Touareg et Toubou, seront reconnues langues officielles. Le 25 juillet dernier, le chef du gouvernement d'Union nationale Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar ont trouvé grâce à une médiation française un terrain d'entente. Ils se sont engagés notamment à sortir leur pays du chaos et à organiser rapidement des élections, ce qu'une nouvelle constitution leur permettrait de faire. Alors qu'on croyait mort le sergent Joao Rodriguez, le dernier policier à avoir vu vivant, Ahmed Timol, un militant anti-apartheid décédé dans des conditions suspectes en 1971, la fille du sergent a révélé le contraire. Assigné à comparaître à la réouverture du procès, le sergent Joao Rodriguez s'est présenté ce lundi à la barre du tribunal de Pretoria. Dans un témoignage très détaillé, en dépit des décennies écoulées depuis les faits, il se souvient de ce 27 octobre 1971. I tried my best. J'ai fait de mon mieux. J'ai réagi aussi vite que j'ai pu, mais je n'ai pas réussi à l'atteindre avant qu'il ne passe par la fenêtre. Aujourd'hui, on a bien vu qu'ils s'en tenaient à leur ancienne version des faits. Pour quelqu'un comme moi, qui a suivi et enquêté sur cette affaire pendant plus de 20 ans, c'est très douloureux de rester assis et de les écouter répéter la même chose, avec un air arrogant et un total mépris pour la famille. Nous allons donc attendre la suite du procès. Interrogé pour savoir si le jeune homme présentait des blessures avant sa chute fatale du bureau 1026, le sergent Joao Rodriguez répond par la négative au juge Mofle. Il était entièrement habillé. Je n'ai vu aucune blessure sur son corps. Ces propos du sergent Joao Rodriguez viennent contredire ceux d'un pathologiste la semaine dernière devant ce même tribunal. Ce dernier avait affirmé qu'Ahmed Timol aurait été incapable de sauter de la fenêtre compte tenu des tortures qu'il avait subies.